Bonjour. Bonjour. Présente-toi, tu as quel âge? Âge mental ou âge physique? Les deux, si possible. Ok. Âge physique, 52. Âge mental, beaucoup moins. Je m'appelle Xavier, je suis ingénieur du son. Je travaille depuis 1987, donc ça fait quelques années. Et je suis ingénieur du son retour, c'est-à-dire que je m'occupe du son sur scène. Justement, alors si tu peux nous expliquer ton métier, quel est ton rôle en fait exactement? Alors mon rôle, c'est de faire en sorte que les musiciens et l'artiste soient en zone de confort, qu'ils se sentent bien sur scène, qu'ils s'entendent entre eux, qu'ils soient rassurés, qu'ils puissent jouer ensemble, parce que ça c'est hyper important. Ces dernières années, ça s'est un petit peu perdu. Chacun s'écoute soi-même, on est dans un monde ultra connecté, et en même temps plus personne ne se parle vraiment. C'est ça mon travail, c'est de faire en sorte que tout le monde soit à l'aise, et que tout le monde prenne son pied sur scène, que l'artiste et les musiciens donnent le meilleur d'eux-mêmes pour le public. Ok. C'est le public qui nous fait vivre. Sans billets, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de spectacle, nous on n'a pas de travail. C'est quoi ta journée type le jour J d'un concert? Tout dépend si on est en situation de festival ou en situation de tournée. Donc ma journée type en festival, c'est généralement on commence à 10h. On est réveillé à 9h du matin. Même si les routes ne sont pas là, on décharge la SMI et on monte tout nous-mêmes. Donc ça, généralement on monte assez vite. On met entre 1h30 et 1h45 pour tout monter et faire le line check. Donc le line check, c'est tester tous les micros, tous les départs sur scène, vérifier que tout marche. Le schéma type, c'est on commence entre 9 et 10 heures et au maximum à midi, on est de retour dans le bus. Et quand il n'y a pas de balance, on ne retourne pas sur le plateau. Et on fait le changement de plateau le plus vite possible et on fait notre show, on démonte le plus vite possible. J'ai la chance de travailler avec une équipe qui est, je sais pas comment dire, j'ai jamais rencontré une équipe comme ça. Tous les gens à chaque poste sont surqualifiés. On a avec nous le régisseur plateau, c'est le régisseur plateau d'ACDC, des Stones. C'est un mec qui a l'habitude de gérer 60 semis. Là, il a une semi, donc autant dire que les choses vont vite. Donc ça, c'est en formule festival. En formule tournée normale, on se trimballe avec la façade, les lumières et la vidéo. Mon job typique, c'est je finis le show, je démonte ma console, j'envoie tout mon matos à la SMI qui charge le backline et le matériel, mon matériel. Et dès que ça c'est fait, dès que c'est mis en place, c'est les backliners, donc ceux qui s'occupent des instruments, le régisseur plateau qui pousse et qui charge le camion. Moi, je vais directement au camion façade et je commence à charger le camion façade. C'est vraiment un travail d'équipe. Et en France, j'ai l'impression que ça a tendance à se perdre. Mais justement, là-dessus, on va en revenir un peu plus tard sur la question d'esprit d'équipe et de cohésion justement dans l'univers de ce métier. Mais j'aimerais bien savoir ce qui t'anime dans ce métier. Ce qui m'anime, je sais pas, pour moi, c'est le plus beau métier du monde. C'est avoir la chance de travailler avec des gens formidables, que ça soit sur scène ou hors scène, l'adrénaline qu'il y a avant un show, le fait que voilà, on voit tous les gens qui sont là pour voir un artiste. L'économie fait que c'est de plus en plus compliqué pour les gens de se payer un ticket de concert. La moindre des choses qu'on puisse faire, c'est leur donner pour leur argent. Et quand les lumières s'éteignent, c'est un truc indescriptible. Je suis en mode concentration, il n'y a plus rien qui existe autour de ça. Après, évidemment, il faut toujours relativiser, on n'est pas en train de sauver une vie, on n'est pas en train d'essayer de faire décoller une fusée, donc il faut toujours mettre ça en perspective, mais on essaye de donner le meilleur et faire en sorte que l'artiste soit le plus à l'aise possible. Parce qu'il y a une chose que j'ai toujours dit, pour rien au monde, je ferai leur métier. Alors après, oui, ils ont plein d'avantages, ils gagnent bien leur vie, ils ont plein de gens qui les adorent, ils ont tout ça. Eux, c'est différent. Eux, c'est vraiment un métier de la lumière et vous, c'est vraiment les métiers de l'ombre. Mais eux, ils ont besoin de ça. Ils ont ce truc-là. Maintenant, penser que pour eux, c'est facile, ce serait mentir. J'ai bossé avec des artistes qui, avant d'aller sur scène, se faisaient vomir. On était obligé d'aller 3 fois dans la loge pour leur dire « Ok, on va y aller ». Là, avec lui, avec mon patron actuel, c'est juste pas le cas. Il a l'habitude, il fait ça depuis plus de 48 ans. C'est qui ton patron? Sting. Posé, voilà, il fait sa méditation avant le show, il arrive et il est tranquille. Mais ça prend des années avant de faire ça. Il y a une trentaine d'années, moi aussi ça m'est arrivé d'être malade avant le show, d'être malade physiquement, d'être stressé parce que c'est un job où on est un peu en première ligne. Si le concert se passe mal, c'est sur nous que ça tombe, que ça soit justifié ou pas. Comment tu t'es intéressé à ce métier? Ok, alors je vais essayer de faire court. Ce que je voulais faire, c'était pilote de chasse. Pourquoi? J'en sais rien, c'était mon truc. J'étais pas très bon en maths, pas très bon en physique. Et j'ai eu la malchance de tomber sur certains profs qui n'étaient pas forcément top. J'étais miné, j'avais plus envie d'être à l'école,
Et puis un jour, j'ai vu une émission qui était sur Antenne 2 à l'époque, qui s'appelait Les Enfants du Rock. Et il y avait un reportage sur une tournée d'un groupe rock. Et en fait, j'ai vu ce reportage-là, j'en ai vu un deuxième, et je me suis dit, c'est ça que je veux faire, technicien. Après, je ne savais pas que je voulais faire du son spécialement. Je voulais juste être technicien. Et puis, je me suis acheté mon premier 4 pistes. Et j'ai commencé à faire des maquettes chez moi. Quand j'étais en 4e, si je ne m'abuse, c'était en 3e. Un jour, j'ai fait craquer les cours. Il y avait Metallica qui faisait un concert, c'était en 86 ou 87. Et j'étais dehors, sous la neige, et il y avait les roads qui étaient en train de décharger les semi-remorques. Et il y a un road français qui vient me voir et qui me dit Petit, qu'est-ce que tu fais là? Je dis je viens voir. Il me dit, mais le groupe, ils n'arrivent pas avant 4 ou 5 heures. Je dis, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est je veux voir dedans. Il va discuter avec un de ses collègues, il revient, il me dit, ok, si tu nous aides à pousser les fly, on te file un pass. Et ces deux mecs-là, je les connais toujours. Les deux sont régisseurs pour une grosse boîte qui s'appelle Eldorado Productions à Lyon, qui est la boîte qui produit les plus gros concerts sur Lyon. Ils s'appellent Pilou et Grand Serge. Et ces deux-là, sans ces deux-là, je serais pas là. Donc du coup, j'ai poussé les fly, j'ai vu le concert. Alors, autant vous dire que quand je suis rentré chez moi, j'ai pris une brassée parce que le collège avait appelé pour dire que j'étais pas là. Mais ces gens-là m'ont parlé d'un mec qui s'appelle Jean-Louis Berthet. Et derrière, je dois faire un stage en fin d'année, un stage professionnel. Et mon père m'a aidé parce qu'on regardait les pages jaunes à l'époque, il n'y avait pas internet. Et en fait, il me trouve un stage dans un studio. Et c'était un studio de post-prod. Alors ça ne m'intéressait pas forcément, mais j'y étais parce que ça avait rapport au son. C'était une femme qui était ingénieure du son, ce qui était très rare à l'époque. Elle me parle au bout de la fin de semaine de stage, elle me dit voilà, mon mari, le directeur d'une société de sonorisation, la personne qui m'a tout appris en son, c'est Jean-Louis Berthet. Donc c'est la deuxième fois que j'entends ce nom-là. Et il y a eu une troisième fois où mon père allait aider à repeindre le collège. Et dans ma classe, je ne le savais pas, il y avait la fille du propriétaire des plus grands magasins de musique à Lyon. Et pareil, il lui a recommandé Jean-Louis Berthet. Donc finalement, j'arrive à trouver le numéro de ce mec-là. Je le rencontre et il dit à mes parents, il est passionné, c'est ce qu'il veut, il faut le laisser faire. Et j'ai eu la chance que le directeur de mon collège me fasse faire une dérogation par l'académie et j'ai quitté l'école à 15 ans et demi. Après, c'était une autre époque. Maintenant, je recommanderais aux élèves de faire les cours parce que c'est important. Et j'ai donné plein de cours ici. J'ai vu plein d'élèves. Je ne devrais pas dire ça, mais ça mérite d'être présent du jury et d'avoir sauvé des élèves parce que les mots m'avaient la niaque. Il faut avoir la passion du métier. C'est un métier, c'est simple, il y a une sélection naturelle. Ouais. Alors, tu as travaillé avec des grands artistes. Est-ce que tu peux nous citer quelques noms? En France, il y en a eu pas mal. J'ai fait Vanessa, après j'ai fait Johnny. Après Johnny, on m'a appelé pour faire Lavilliers. Après Lavilliers, je suis parti sur Linda Fernandez. On était en tournée avec Jean-Michel Jarre. Il me dit cherche quelqu'un pour Sardou. Et je dis il n'a pas forcément une bonne réputation. Et je dis ouais, ok, pourquoi pas. Parce qu'à l'époque, j'aimais les challenges. Du coup, je l'ai rencontré. La rencontre était particulière. Et pour moi, c'est un des meilleurs patrons français que j'ai eu. Entre-temps, j'ai fait aussi Mylène Farmer. Quand même. Après, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait Liane Folly, Laurent Voulzy. Il y en a un certain nombre. Après, j'ai fait les Restos du Cœur pendant 2 ans. J'ai fait Lara Fabian pendant 6 ans. Je me souviens pas de tous et j'espère qu'ils m'en voudront pas. Mais après, si, j'ai eu la chance de faire Claude Nougaro, qui était juste un patron énorme. Après, j'ai travaillé avec Calogero, j'ai travaillé avec... Je veux pas dire que j'ai fait le tour, mais j'en ai fait... une grande partie, hein. Voilà. Et donc, du coup, je me suis retourné vers Claire, qui était la boîte pour qui je travaillais principalement. Et je leur ai dit, voilà, j'ai besoin de travailler. Ils m'ont dit, on n'a pas de travail comme mixeur, mais comme assistant. Et du coup, je suis parti sur Jay-Z en 2010. Et du coup, je suis devenu assistant retour. J'ai fait la tournée. Et puis, en 2011, je suis parti sur Kiss, mais comme assistant à chaque fois. Et puis en 2012, quand il y a eu la tournée Watch the Throne, Kanye West et Jay-Z, je suis parti comme assistant retour. Et puis j'ai fait la dernière semaine. Pour Kanye West et Jay-Z? Oui, la tournée Watch the Throne. La dernière tournée que j'ai fait avec Jay-Z, c'était en 2013-2014. Et on m'a envoyé faire un concert de Sting comme assistant. Puis la directeur de Sting m'a appelé en disant est-ce que tu es libre pour les 17 prochains mois? Est-ce que tu as 2 passeports? Je dis non. Il me dit ok, t'en fais faire un deuxième. Et puis on t'a un visa américain. Et puis j'ai commencé avec eux. Et j'étais assistant au retour. Après, je suis devenu chef d'équipe. Après, je suis devenu ingénieur son retour pour Sting. Je pense pas que je trouverais mieux que ce que j'ai là. Je parle au niveau ambiance, la qualité humaine de l'artiste, parce que c'est ce qui est pour moi le plus important. Tu peux dire à cette heure, j'ai travaillé avec Kanye West et Jay-Z. Oui, après, c'est pas. Les deux sont pas. Enfin, il y en a qui a un meilleur souvenir que l'autre, mais
Justement, ça, on va en parler juste après. Le premier gros groupe avec qui j'ai bossé à la console, le mec qui faisait leur retour avait décidé d'arrêter. Et c'est un groupe qui s'appelait L'Affaire Luxe Trio, qui avait sorti un single qui s'appelait Chic Planet à l'époque, qui avait cartonné. C'était le plus grand groupe de Lyon. Et je me suis retrouvé à bosser avec eux et j'avais 18 ans. On a fait énormément de festivals, on faisait entre 100 et 120 concerts par an. Et sur les festivals, je rencontrais tous les patrons des grandes boîtes de son. Ça dure jusqu'en 91. Et en 91, on rentre de tournée et la boîte pour qui je bossais, donc qui s'appelait Produxen, a été mise en liquidation judiciaire pendant qu'on était en tournée. J'avais un copain qui était stagiaire à la même époque que moi, qui me dit écoute, je peux te trouver du job comme road. Donc du coup, je suis redevenu road. Et on était à un concert de Jean-Jacques Goldman à Chambéry, sur le site où il y a maintenant Musilac. Et il me présente le producteur qui faisait le concert de Jean-Jacques Goldman. Mais il s'avérait que ce producteur-là était le producteur de la première tournée de Vanessa Paradis. Et en fait, il m'observait à distance. Et à un moment donné, il est venu me voir à la fin de la tournée en me disant voilà, je vais te rajouter sur la liste. Parce que Vanessa voulait rencontrer plusieurs mecs de retour. Elle voulait faire son choix. Et je me suis retrouvé peut-être 3 semaines après, face à face avec elle, dans l'appartement de son oncle, qui joue le roi dans Les Visiteurs. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Voilà, bah ouais. Donc c'est son oncle et c'était son manager. Et maintenant je peux le dire parce qu'il y a prescription. Ce jour-là, j'ai eu mon job au culot, au toupet, on peut dire. Depuis des années maintenant, il y a ce qu'on appelle les ear monitors. Ouais. C'est des oreillettes qui sont faites sur mesure. À l'époque, en France, c'était pas du tout connu. Et Vanessa avait pas une voix très puissante, donc il y avait beaucoup de problèmes de Larsen. Et en fait, moi j'étais abonné à un magazine américain où je voyais plein d'interviews, plein de reportages sur des tournées qui utilisaient des ear monitors. Et j'étais le seul des 8 mecs. Et pourtant, quand j'ai vu la liste des autres mecs qui étaient là, je me suis dit jamais je vais avoir le job. Parce que c'était que des mecs qui étaient des légendes dans le métier. Oui. Et en fait, moi j'ai été au culot. J'ai dit voilà, les ear monitors. Et j'en ai parlé comme si je maîtrisais, alors que j'en avais jamais utilisé de ma vie. Mais jamais. Elle le sait parce qu'on en a parlé depuis, mais donc ça ne sera pas un choc si un jour elle devait découvrir cette interview. J'ai été pris. Et c'est comme ça que ma carrière a commencé à décoller. C'est quand on toque à la porte 1 fois, 2 fois, 3 fois, et que ça ne vaut pas, il faut défoncer la porte. On n'obtient pas ce qu'on veut si on ne fait rien. Et donc quand j'ai été confirmé pour cette tournée-là, j'ai fait une demande de matériel. Je voulais absolument bosser pour Claire Brothers. Depuis que j'ai commencé à vouloir faire ce métier, je voulais bosser pour cette société-là. Et en fait, j'ai demandé ce matériel-là. Le chef d'équipe de cette boîte-là m'a dit un jour, au mois de juin, on fait un concert de Johnny Hallyday au Parc des Princes, c'était en 93. Si tu veux, je peux te faire engager dans l'équipe, comme technicien son. Je dis, bah grave. Après, il revient me voir, il me dit, on a déjà toute l'équipe, mais tu peux venir comme stagiaire, mais tu ne seras pas payé. Je dis, je m'en fous, j'y vais. J'y vais, et au bout d'une journée de montage dans le stade, il pleuvait, c'était un cauchemar. Mais du coup, j'ai fait les retours la première partie de Johnny au Parc des Princes. Moi, je retourne sur Vanessa. Vanessa fait une dépression nerveuse. Elle arrête sa tournée. Et là, je reçois un fax, parce qu'à l'époque, c'est comme ça que ça se passait. C'était marqué de mon chef d'équipe, cher Xavier, derrière chaque nuage se cache un ciel d'argent. On aimerait que tu reviennes. Et le mec qui faisait les monitors, c'est un mec qui s'appelle Keith Carroll, qui était l'ingénieur de son retour des Rolling Stones, de Bruce Springsteen, de Madonna, d'Elton John. Je l'ai croisé 4 jours à la fin des dates que j'ai fait avec eux. Et il m'avait repéré. Et je rentre dans la loge et Keith dit à Johnny, il dit voilà, tu es au courant que je repars sur Madonna et c'est Xavier qui est. Et donc j'avais 24 ans. Et je me suis retrouvé à mixer les retours de Johnny et ça a duré 17 ans. Oui, j'ai eu de la chance, c'est une évidence. J'ai rencontré les bonnes personnes, c'est une évidence, mais ça se provoque. Oui, il y a une part de culot en fait, où tu as osé. Culot, et puis il y a le travail aussi, parce que bien sûr. Avec ce mec-là des retours, quand j'étais son assistant pendant 2 semaines, des fois il me voyait câbler la scène, et si j'ai pas tiré les câbles dans le bon ordre, il faisait tout refaire. Il y a des soirs, je suis monté dans le bus, je chialais. Mais vraiment, c'est les gens, je me disais, mais je supporte plus. Et en fait, ça forge le caractère. En tout cas, c'est une méthode qui a marché avec moi. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les artistes sont aussi cool qu'ils peuvent prétendre d'être ? Après, c'est pas la même relation. C'est compliqué. Les artistes sont des êtres compliqués. Sinon, enfin, s'ils étaient des êtres simples, c'est des objets complexes. Enfin, l'être humain est complexe. On l'est tous. On peut tous paraître cool et ne pas l'être selon les circonstances. Oui, bien sûr. Eux, ils sont exposés. Oui, il y a des artistes qui sont extrêmement réservés, timides, mais qui en même temps vont se métamorphoser sur scène. Ça, c'est un truc qui me touchait le plus, c'est quand j'entendais des gens dire que Mylène, par exemple, sur scène, elle faisait semblant de pleurer. C'est pas vrai. Et je le sais parce que voilà, j'ai fait 3 tournées avec elle quand même. C'est quelqu'un que
que j'ai côtoyé, que j'ai connu. Et c'est quelqu'un de sincère et de sensible. Donc, elle est comme ça. Après, la relation dans le travail, c'est autre chose. C'est si tout va bien, mais c'est pareil, je pense, dans toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'un patron va être cool, mais si à un moment donné le boulot n'est pas fait, il va pas être cool. Donc, tu as déjà eu des expériences un peu compliquées? Oui, mais il y en a plein, parce qu'après il y a des artistes qui sont plus compliqués que d'autres. Parce qu'ils vont soit ils vont être stressés, soit parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément un bon fond, mais ça n'enlève rien à leur qualité d'artiste. J'ai toujours respecté le côté artistique des artistes. Voilà, puis j'ai toujours gardé mes distances aussi avec les artistes. C'est pas mes amis. Maintenant, si je recroise des artistes avec qui j'ai bossé, évidemment que ça me fait plaisir de les voir. J'ai revu Mylène pour la première fois depuis 2006. C'est différent, ils vivent pas la même vie que nous. C'est pas, il faut jamais mélanger les choses. Et j'ai des collègues et amis qui se sont brûlés les ailes. J'en ai un, pas si je veux le citer parce que maintenant il s'en est remis, mais voilà, il est sorti avec Lady Gaga. Et quand j'ai vu ça dans la presse américaine, je suis tombé à la renverse et je l'ai appelé, je lui ai dit mais t'es en train de faire quoi? Et à un moment il faut pas mélanger, ils sont dans une autre sphère. Eh ben je vous ai planté votre... Non, voilà, Nicolas. Voilà. On a interviewé pas mal de gens du milieu de l'audiovisuel et ils nous ont dit un peu tous en fait la même chose, c'est qu'il y a vraiment un aspect psychologique à prendre en compte. Donc la gestion du stress, l'emploi du temps. Toi, t'en penses quoi? J'irai plus loin. J'ai vu la plupart des... parce que j'en ai vu 2-3 d'interviews. Oui, il y a ça. Après, il y a aussi d'autres paramètres. Il y a le travail en équipe. Alors, j'ai envie d'insister sur le travail d'équipe. Il faut avoir à la fois du caractère, parce que sinon on peut se faire bouffer, mais en même temps il faut être extrêmement sociable. Parce qu'en tournée, par exemple, on est entre... alors là sur Sting, on a de la chance, on n'est que 8 par bus, mais c'est un luxe, ça m'était jamais arrivé avant. Généralement, on est au minimum 12-14. En France, ils ont tendance à pousser le bouchon un peu loin. Là, on a fait des festivals en France, j'ai discuté avec des collègues qui étaient sur d'autres groupes, ils sont jusqu'à 20 par bus. L'équipe, l'esprit d'équipe, c'est important. Dans n'importe quel boulot, tu bosses de 8h à 20h, 21h, tu rentres chez toi, tu as une coupure. En tournée, il n'y a pas de coupure. Tu vas prendre ta douche, si tu t'es pris la tête avec quelqu'un, tu vas probablement prendre ta douche avec lui, donc tu vas avoir un poids sous la douche à côté de toi, tu vas monter dans le bus, c'est la dernière personne que tu vas voir aller se coucher, et le matin, quand tu te lèves, avec un peu de chance, il va être dans la couchette en face de toi. Mais c'est un peu comme dans un couple ou dans une équipe de rugby, parce que j'adore le rugby. Si un problème, il faut l'évacuer tout de suite. Ça, c'est hyper important, parce qu'on ne peut pas laisser un mauvais climat s'installer. L'autre qualité qui est importante, c'est de jamais rien lâcher. Souvent, et quand j'ai donné des cours ici ou des retours d'expérience, c'est ça gagne bien sa vie. C'est pas la question. Oui, effectivement, je gagne bien ma vie, mais je me suis jamais posé la question dans ce sens-là. Je me suis jamais dit, si je fais ça, je gagnerai plus. C'est pas le motif, ça doit jamais être le motif. Et on n'est pas à plaindre, je suis pas en train de dire ça, mais il y a des moments, si on fait le rapport taux-horaire, ça vient, il faut même pas y penser. Voilà. Mais après, c'est un métier qu'on fait pas. Pour moi, je peux comprendre. Les dernières générations, et surtout depuis le Covid, les gens ont changé de façon de voir les choses. Le boulot c'est une chose, mais ma vie, c'est plus important. Voilà, sur Sting, par exemple, on part 4 mois sans rentrer chez nous. C'est pas facile tous les jours, mais ça tisse des liens dans l'équipe qui sont juste indestructibles. Oui, mais alors justement, la question face à ça, c'est comment gérer la vie personnelle et la vie professionnelle? Ça, je peux pas en parler parce que j'en ai pas, mais j'en ai eu. Là, sur la tournée, on est... Je veux pas dire bêtise, je crois qu'on est que 2 célibataires. Après, tous mes autres collègues sont en couple, ils sont mariés, ils ont des enfants. La plupart, pas tous, mais ils le vivent bien. Après, il y a des moments où c'est un peu plus compliqué, mais tout dépend de comment on gère la relation. Il faut trouver la partenaire qui est capable de comprendre que on s'absente. C'est pas évident, je vais pas mentir. Je serai un mauvais exemple pour dire non, c'est génial. De ce côté-là, c'est compliqué. Généralement, ça se passe bien quand on rencontre la personne au moment où on commence dans ce métier. Après, c'est compliqué de rencontrer quelqu'un et dire voilà, pour que tu sois au courant, je m'en vais pendant 4 mois. Surtout que les personnes ont tendance à garder ce cliché qui a peut-être existé. C'était sexe, drogue et rock'n'roll. Enfin, moi je le sais, ça fait l'affaire. Je ne veux même pas dire le nombre d'années que je fais ce métier. 35 ans. Ouais. Oui, ça peut être un frein. Je peux comprendre que ça peut l'être. Des fois, j'ai des potes qui me disent putain, en tournée, tu dois t'amuser. Non. Non, parce qu'on n'a pas le temps. Et parce qu'on n'est pas du tout dans ce mood-là, quoi. Personne ne l'est. Crois-moi, quand tu travailles, tu fais 3-4 concerts d'affilée, que tu dors 6 heures par nuit dans un bus qui bouge, alors même si les bus sont très bien, quand tu as ton jour off, la seule chose que tu as envie de faire, c'est de prendre un bon bain, une bonne douche, te coucher, faire ce que tu as à faire,
se reposer. Appeler ta famille quand t'en as une, appeler tes potes quand t'en as. Ça fait des années que j'ai pas vu une équipe technique où les mecs se disent putain, non, what? Ça n'existe pas. Enfin, il y en a certainement dans les générations les plus jeunes, mais c'est vraiment pas le truc. Quel est le moment le plus stressant de ta carrière? Vraiment une anecdote où tu dis là, t'as eu vraiment chaud, ou là vraiment c'était la cata. J'en ai plusieurs, mais j'en ai plein. Alors, le plus traumatisant, enfin pas traumatisant, oui traumatisant, c'était sur Johnny. On faisait le concert au Parc des Princes, c'était je crois en 2006, si je ne m'abuse. On arrive au Parc des Princes, et à l'époque je crois que c'était TF1 qui faisait un reportage spécial à la fin de chaque JT, et il montrait les coulisses. Et la veille, on avait des problèmes avec le micro HF. Et le lendemain, je vais au stade, et j'étais un peu à la bourre, je prends un taxi, et le chauffeur de taxi me regarde et me dit « Je vous ai vu à la télé hier ». Donc moi je savais pas ce qu'il montrait, parce que voilà, il y a des montages, des choses comme ça. Bon, donc on fait le premier show, micro HF tombe en panne, je prends une branlée. Deuxième jour, le micro tombe en panne sur le même morceau, je reprends une branlée. Là-dessus, les alimentations de ma console se mettent à brûler. J'ai passé la nuit avec deux des mecs de mon équipe à essayer de réparer. Le mec qui faisait la lumière trouvait que parce qu'on s'était foutu des quartz pour pouvoir allumer la zone où on travaillait, donc ça le gênait, donc on a foutu du polyane tout autour. On a fini en slip parce qu'il faisait tellement chaud. Je sais toujours pas pourquoi le micro marche pas sur ce morceau-là. J'ai tous les gens de cette société-là, de cette marque de micro qui débarquaient d'Allemagne. Donc à un moment j'ai besoin de craquer, donc je vais dans une loge du Parc des Princes où il y a personne, je me mets à chialer. Et là on m'appelle au Toki et on me dit que Johnny est en train d'arriver à la loge et qu'il veut me parler. Je me ressaisis, j'y vais. Et là dans le couloir, il y a les caméramans qui sont en train de filmer et je demande à pas être filmé. Et le mec, il a essayé de me la faire à l'envers. Peut-être s'il voit ce truc-là, il se souviendra de moi. Parce que, en fait, je lui ai explosé la caméra, donc je lui ai pété le nez. Et j'arrive dans la loge de Johnny, et Johnny me regarde, me dit qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis j'en sais rien. Il dit t'es mauvais. Je lui dis je suis peut-être mauvais, mais j'ai dit juste la vérité. J'ai tout essayé. J'ai pété, je crois, une vingtaine de micros. En essayant de les mettre dans des seaux d'eau, j'ai tout fait. Et j'arrivais pas à recréer la panne. Et à un moment donné, il me regarde et dit donc on fait quoi? Je dis on va faire comme les autres shows, s'il y a un problème on passe le micro spare. Et en sachant que ce show-là était filmé et diffusé en direct sur TF1. Wow. Et mes parents ils n'ont pas regardé le concert parce que je les avais eu au téléphone et ma mère était trop stressée, elle ne pouvait pas regarder. Elle a fait un arrêt cardiaque et évidemment le truc il tombe en panne évidemment. Enfin bref, donc du coup je lui dis ça, là il me regarde et il me dit si le micro tombe en panne, je te coupe les t'es viré. Et je le regarde, je fais ok. On fait le show et je te jure, enfin je vous jure, tous sont tombés livides quand sur ce même morceau, le micro s'est arrêté de marcher. Et ils me regardent tous, un de mes assistants qui s'occupait des HF, il fait une crise de nerfs, je lui mets une gifle pour le ressaisir. On a un show à faire et à finir. Même si l'artiste vous prend en grippe ou il y a un truc qui va pas, faut jamais démissionner, il faut finir le show, c'est tout. Il y a show pas... must go on. Bah, exactement, mais vraiment, c'est-à-dire faut garder la tête, même si on se fait insulter. Je me suis fait jeter des micros sur la gueule, je me suis fait dire en plein show, repris en plein show, ça arrive. À la fin du show, j'avais pas 15 solutions, je savais que j'allais ramasser. Et du coup, j'ai cherché, j'ai un fly avec tous mes outils, etc. Et j'ai cherché une paire de ciseaux. Et en même temps, on m'appelait dans la loge de changement rapide. Et j'ai trouvé la paire de ciseaux, j'ai foutu à l'arrière dans ma poche. Et je suis arrivé, et là, il y a tout le monde qui m'attendait en disant il veut te parler, je fais je sais. Et je suis arrivé, et j'ai baissé mon pantalon, et j'ai tendu la paire de ciseaux. Et là, il m'a fait tu fais quoi? Je dis je sais pas, tu voulais me les couper. Donc voilà, ça, vous pouvez le laisser parce que c'est véridique, et il n'y a que quelques personnes qui connaissent cette histoire. Et il me regarde, il fait t'es con. Non, mais je crois que ce micro, il est pas cette chanson. Parce que ça tombait toujours au même moment. Mais c'est fou. Et ça m'a mis, j'ai eu la réponse en 2009, 3 ans après. Ah, voilà, je voulais te demander si du coup tu avais trouvé la solution. En 2009, ouais, par hasard. Par hasard, on était en répète au Zénith de Saint-Etienne et le même truc est arrivé. Et c'était dû à un certain type de projecteur qui envoie des informations en champ magnétique qui... Donc ça, c'est la première... Le premier truc horrible, et le deuxième truc horrible, c'est sur Mylène, en 2000, sur un tour des Millennium Tour, où on était au Palais des Sports de Grenoble, et en fait, les ponts de lumière, il y a eu des problèmes de moteur, et les ponts de lumière sont tombés, enfin, sont descendus. Et en fait, le show de Mylène, tout est chronométré, donc il y a un time code, et à l'époque, elle apparaissait à travers une statue. Il y avait un kabuki qui tombait, la tête de la statue s'ouvrait, il y a une main qui venait la chercher, mais elle s'envolait. Et donc, à partir du moment où le time code est lancé, les mecs qui font tous les trucs, ils voient le time code défiler et ils envoient les actions. Sauf que moi, dans la précipitation, j'avais coupé le clic du batteur, donc
donc c'est le décompte. Et donc lui, il n'a pas commencé. Donc l'intro commence, et c'est au moment où il commence à jouer de la batterie que la tête s'ouvrait et que ça décollait. Sauf que le mec, il voit le temps qui défile sur son écran, il ouvre la tête, elle décolle, et il se rend compte que le batteur commence pas, il l'arrête. Donc elle pend. Oh là là. Et là, si j'avais pu disparaître 200 mètres sous terre, je l'aurais fait. Ça, c'était un moment... mais après, il y a des moments stress, on a... Ça fait partie du métier, quoi. Ça fait partie du métier. Ouais. La faille technique, elle peut arriver. Après, notre job, c'est d'être prêt à avoir une solution. Ouais, bien sûr. T'es sous les projecteurs, t'es devant 10 000 personnes, et ça marche pas. C'est long. Ah bah oui, ouais. Tu as pu donc donner des cours Grim, et tu faisais des retours d'expérience. Alors déjà, pourquoi le Grim? Parce qu'il y avait aussi des profs, enfin 2 personnes qui m'ont pris sous leur aile à l'époque, qui donnaient des cours Grim. Il y a Jean-Louis Berthet et Yves Mas, qui ont été mes 2 mentors, qui sans eux, je n'aurais jamais existé. Mais vraiment, même pas. Je serais peut-être en train de faire autre chose. J'ai rencontré Nicolas Bernet, j'ai aimé son discours. Et en fait, j'ai fait mon premier retour d'expérience, et c'était il y a longtemps, c'était, je sais pas, il y a plus de 10 ans que j'ai commencé à faire ça. Il me semble que c'est depuis 2005 que tu interviens au Grim. Ouais, c'est ça, donc ça me manque encore plus. Pour moi, c'est important la transmission. Et c'est pour ça que j'ai, dans mon équipe toujours, et même sur Sting, là j'ai pris un jeune qui a 24 ans, qui sort de l'école de la boîte de son pour qui je bosse. Et voilà, il est avec et je vais en faire un tueur. L'année dernière, pendant 1 an et demi, j'ai eu une assistante qui s'appelle Sarah, que j'ai rencontrée en 2018. Et là maintenant, elle est sur Alicia Keys, elle est partie, avant Sting, elle était partie sur Shakira, et elle décolle. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais il y a une chose dont je suis fier, c'est j'ai formé un paquet de gens dans le métier. Ils sont tous à des postes différents, il y en a qui sont à la console, il y en a qui sont responsables de parc, notamment un que j'adore, qui était déjà formé avant que je l'ai dans les pattes, mais c'est devenu mon assistant et on a fait un paquet d'années ensemble qui s'appelle Stéphane Jouve, qui est maintenant responsable de parc audio chez NPM, qui est une des plus grosses boîtes françaises. Et, il y en a qui bossent chez Duchot, il y en a qui... Voilà. J'ai pas été le premier, mais j'étais un des premiers à faire entrer les filles dans la branche audio. Et chaque fois qu'il y en a une qui s'en sort, et Dieu sait qu'à l'époque, parce que là on parle que c'est compliqué, mais à l'époque c'était juste... C'était un cauchemar pour les filles, mais vraiment. Une des premières, elle s'appelle Manu, et je suis sûr qu'elle verra ce truc-là, mais voilà, j'en suis ultra fier, parce qu'elle, c'était la preuve que si tu as envie, tu peux. Mais à l'époque, c'était... quand on parle de maintenant que les mecs sont machos, il y a 20 ans ou 30 ans, c'était bien pire. C'était bien pire. Il y a un moment donné, à l'époque, c'était ça. Si une nana était dans ce métier, c'est parce qu'elle allait coucher. Sinon, c'était mort. Ouais. Maintenant, et c'est ça qui m'a fait plaisir, c'est cet été, quand on a fait les festivals avec Sting, il y avait, comment il s'appelle, merde, l'Ompal. Ah. L'Ompal, et après nous, il y avait Chaka Ponk. Sur Chaka Ponk, il y avait au moins une dizaine de filles. Et voilà, mais c'est un métier qui, contrairement à ce qu'on peut penser, se féminise de plus en plus. Oui, petit à petit, on en a un peu plus. Ça s'installe. La porte est enfin ouverte. Si je peux me permettre juste un truc, ça, j'aimerais que ça soit gardé. Depuis que je donne des cours au Grim, parce que j'ai donné aussi des cours, y compris des masterclass. À chaque fois, j'explique que c'est un métier de réseau. Je leur dis, votre réseau, il commence aussi au Grim. Échangez vos numéros entre vous, échangez avec les profs. Et moi, à la fin, je donne à chaque fois mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Et en 11 ans, j'ai dû avoir 6 mails et 3 appels. Après, je leur dis, ne m'appelez pas pour trouver du boulot. Je pourrais peut-être, ou peut-être pas, mais c'est pas le but. C'est, est-ce que vous avez un conseil? Quelle voie je vais prendre? Votre console ne marche pas. Voilà, c'est des choses, tout ça pour dire, c'est l'état d'esprit qui compte. Justement, on va clôturer avec cette dernière question. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui aspire à faire le même métier que toi, ou en tout cas le même parcours que toi? Je recommanderais de passer par une structure éducative. Le Grim. Voilà. Se donner à fond, avoir un peu de culot, prendre les opportunités. Et puis créer des contacts. Après, faut être... c'est ce que je dis aussi souvent quand je disais tout à l'heure, toquer à la porte et si la porte s'ouvre pas, la défoncer. Il faut savoir une chose, c'est que la plupart du temps, quand vous allez démarcher une société, elle va vous dire on a tout le personnel possible. Par contre, si vous allez régulièrement, le jour où ils sont dans la merde, et ça arrive régulièrement, genre il leur manque un mec, ils vont se dire ok, là, le mec il nous fait chier depuis 1 mois et demi à venir toutes les semaines, on va voir ce qu'il a dans le sac. Ouais. Et là, tout d'un coup, c'est comme ça que ça commence. Voilà. Ok. Bah merci beaucoup. Bah de rien, c'était un plaisir. Il y a du travail de montage là, je pense.